Une autre petite histoire. C'est l'histoire de... Sébastien. Le petit Sébastien, il a 3 ans. Je crois que c'est une histoire qui a fait le tour déjà, que j'ai déjà racontée. Mais comme elle est... Alors je vais passer comme ça de petites histoires en petites histoires, sans qu'il n'y ait pas forcément de lien ou de conduite ou de fil conducteur. Qu'est-ce qu'il a, le petit Sébastien de 3 ans? Il est né avec un eczéma au poignet. Mais un eczéma, il est né avec. Il arrive au monde, eczéma, poignet. Et pendant 3 ans, eczéma, donc il voit médecin, il finit avec la cortisone qui enlève bien sûr le prurite, et puis on met des pansements parce qu'il ne faut pas qu'il se gratte, mais au fur et à mesure qu'il grandit, l'eczéma envahit davantage le poignet. Et il n'en a que là. Il n'en a pas ailleurs. Juste au poignet. Voilà, c'est ce que j'appelle un manifesté. Alors on s'est soigné, ça, aujourd'hui plus ou moins naturellement, avec la cortisone, avec je ne sais quoi d'autre. Et puis je soigne la grand-mère, Janine. Elle me dit, tu pourrais faire quelque chose pour mon petit-fils? Ben, je dis, moi, il me faut l'aval des parents. Je peux pas quand même soigner un enfant sans l'aval des parents. Elle me dit, ma fille est hermétique et mon gendre aussi. Ils voudront jamais aller voir ce qui se passe dans la famille si vraiment le transgénérationnel est responsable. Et puis, ben, je dis, si tu gardes ton petit-fils de temps en temps, elle me dit, je l'ai tous les mercredis. Tous les mercredis, j'ai mon petit-fils. Eh ben, j'ai dit, on va chercher, on va voir si on trouve quelque chose, et puis, ben, tu parleras à ton petit-fils. Ah, ben, elle me dit si c'est possible. Ben, j'ai dit, oui, c'est possible. Et voilà ce qui se passe. On a ici Janine, qui a une fille, Catherine, qui met au monde son petit Sébastien. Et de 0 à 3 ans, eczéma, poignet. Quand on travaille comme cela, suivant le corps ou suivant les parties du corps qui sont touchées, il faut voir à quoi sert la partie du corps. Un poignet, ça sert à quoi? Allez, je vous écoute. L'articulation, faire bouger la main, je suis d'accord. Et quoi d'autre? Mesdames. Caresser, oui, d'accord, mais bon, je préfère être caressé avec la main qu'avec le poignet quand même, mais bon. Hein? Apporter, non? Apporter, oui, c'est bien. Ah, qui c'est qui m'a dit ça? Bracelet. Eh ouais, mesdames, vous mettez pas des bracelets à vos jolis poignets. Donc moi je pars là-dessus parce que je connais pas l'histoire. Ça peut être des liens aussi. Attendez, j'attendais le silence pour parler. Je dis, alors Catherine, la maman, ne veut pas entendre parler, elle veut pas me voir, c'est ok, moi j'accueille ça sans aucun problème. Janine me dit, je sais pas si ça peut t'aider, mais quand ma fille est née, elle a été en couveuse. Ah, j'ai dit ça, quand quelqu'un vous dit ça, vous prenez la poignée de l'autobus et vous allez au terminus avec, hein, parce que là il y a quelque chose, puisque c'est quand même pas tout à fait physiologique d'être en couveuse quand on arrive au monde. Ah, je dis ouais, ok. Mais je dis, pourquoi tu me dis ça? Ben, je sais pas si ça peut être intéressant. J'ai dit, ben, on va voir. Il se trouve qu'à Annecy, à l'hôpital d'Annecy, la maternité est au dernier étage. L'hôpital n'existe plus, mais il est au dernier étage. Et tous les enfants qui sont en couveuse, eh bien, sont aussi dans une pièce au dernier étage, derrière des grandes baies vitrées, où les mamans, et les papas naturellement, pouvaient venir les voir et voyaient leurs petits à travers la vitre. Et pour les nourrir, pour les allaiter, s'il y en a qui les allaitaient,
eh bien, il venait et puis demandait à l'infirmière, je voudrais voir mon enfant, je viens pour l'allaiter. Oh, j'ai dit, j'ai pigé. On a pigé quoi? Eh oui, à quoi tu reconnais ton enfant? Ben, mon enfant, il porte le prénom, sur le bracelet, naturellement, il porte le prénom, son prénom, Sébastien, et puis avec un numéro. Vous me suivez? Bien. Et chaque fois que la maman allait voir son petit, eh bien, elle retrouvait, le petit retrouvait sa maman. Et c'est à ce moment-là qu'il faisait l'eczéma. L'eczéma, c'est ce qu'on appelle une problématique de séparation. Une séparation dans la nature hostile, lorsqu'un petit bébé, faon, lionceau ou n'importe quel autre mammifère pleure, qu'est-ce que fait la maman? Elle le lèche pour calmer naturellement les cris qui pourraient attirer le prédateur et le manger. Aucun enfant n'est séparé de la mère. Il n'y a que nous les humains qui faisons cela. Il n'y a que nous. Mais des bébés dans des couveuses, 3 semaines. Mais c'est épouvantable. C'est épouvantable. Malheureusement, c'est comme ça. Donc il est séparé de sa maman, mais à quel moment je peux retrouver maman? C'est quand elle vient m'allaiter ou quand elle vient me voir, et c'est grâce au bracelet que j'ai autour du poignet que je retrouve ma maman. Janine va voir son petit le mercredi, et elle va lui raconter l'histoire, à 3 ans. L'eczéma partira quasi dans les 3-4 jours, l'eczéma est guéri. Parce qu'en général, quand on touche juste, comme je dis, quand on touche la cible, c'est ce qu'on appelle une prise de conscience. La prise de conscience, elle est biologique. Elle n'est pas psychologique. La prise de conscience, et la maman du petit Sébastien dira, ah ben tiens, le dernier traitement a marché. Et je vous jure, c'est vrai, hein. Bon, ben c'est ok. La prise de connaissance est totalement différente de la prise de conscience. C'est-à-dire que beaucoup de gens me disent, et je l'entends, hein, que ce soit dans mes séminaires ou individuellement, je sais, j'en ai conscience. Je sais que c'est une expression qu'on emploie beaucoup, mais quand on dit ça, non, c'est pas une prise de conscience, c'est une prise de connaissance. Parce que la prise de conscience est toujours suivie d'un acte. Vous mettez votre main sur une source de chaleur, le poêle qui est brûlant. Qu'est-ce que vous faites? Ah ben vous ouvrez pas le manuel du Castor Junior, page 24, qu'est-ce que c'est? Enlève ta main parce que sinon tu vas être brûlé. Je fais le cacou, vous avez compris. La prise de conscience, elle est biologique, c'est-à-dire que vous enlevez la main. C'est ce qu'on appelle un réflexe. C'est analysé par la voie réflexe, on le sait. Mais la prise de conscience est toujours suivie d'un acte. S'il n'y a pas d'acte, c'est une prise de connaissance. Si vous avez compris ça ce soir, vous avez gagné votre soirée, je vous assure. Parce que combien nous restons dans cette prise de connaissance? Oui, je le sais, je l'ai travaillé déjà, oui, j'ai déjà vu, oui, je sais. Et la prise de conscience, qu'est-ce que tu as fait? Ah, ben j'ai rien fait, mais bon, j'en ai conscience. Non, tu en as connaissance. Ça va? Je suis clair quand je dis ça? Ça, c'est capital, hein? C'est capital. Ça veut dire que notre conscience, elle est biologique. Elle n'est pas autre. Elle n'est pas autre. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais vraiment, c'est de comprendre qu'il y a toujours un acte qui suit. Et quand est-ce qu'on change? Voilà, c'est la grande question, ça aussi. Tiens, ça serait intéressant de se la poser. Quand est-ce qu'on change? Pardon? Quand on n'en peut plus. Mais c'est ça. Quand on en a assez. Si vous allez manger chez belle maman, hein? Ah, il faut me finir le repas. Vous avez pas eu ça. Moi, j'ai une belle maman, il faut finir les plats, hein? Et puis, ah non, j'ai dit belle maman, c'est bon.
j'ai bien mangé, d'ailleurs ça se voit, et c'est, ok, je peux pas. Si, paf, t'as le gratin savoyard, la dernière cuillère, elle est pour toi. Alors, on a deux solutions. On fait plaisir à belle-maman, en ne se faisant pas plaisir, et je mange le gratin, comme ça, tout le monde est content. Ou alors j'ai dit, non, je le laisse, parce que j'en peux plus. Ah, mais Michel, non, c'est pas possible, on va pas le jeter. J'ai dit, tu fais ce que tu veux, tu le congèles, tu le mets où tu veux, mais moi j'ai dit, c'est niette. J'habite donc en Haute-Savoie, on habite en montagne, dans un chalet, et on est entouré de comment dire, de gens qui font le travail de la terre, des bons paysans, des agriculteurs, des gens adorables. Mais vous savez, quand c'est midi ou le soir, c'est l'apéro. Et là, on est là-bas depuis 12 ans, 13 ans, je sais pas. Et c'était le jaune. Le jaune, c'est comment ça s'appelle? Le Ricard, oui, merci, le Ricard. Alors, s'ils sont 7 dans le chalet, ils ont un petit chalet à part, c'est 7 Ricards, et puis chacun veut donner son... Et pauvre ami, le premier jour que je suis arrivé là-bas, je suis sorti, je sais pas comment j'ai dit, mais non, mais Michel, tu peux pas continuer comme ça. En plus, j'aime pas ça, mais j'aime pas le jaune. Mais bon, je peux boire une Suze, ou je sais pas non plus. Et là, j'ai dit non, je peux pas. Je peux pas. Qu'est-ce que je fais alors? Et je voulais pas froisser mes voisins quand même. Ils étaient adorables avec nous. Alors, je me suis retrouvé naturellement en tête à tête avec eux, de nouveau. Allez, jaune, la Suze, Michel. Et j'ai dit niette. J'ai dit j'en ai bu une, j'en ai assez. Si, t'occupe pas, allez. Puis ça va, bon enfant. Et j'ai laissé le verre. Depuis, ils ne me servent plus du tout en double. Vous entendez? Ils ne me servent plus du tout en double. Je les ai pas froissés du tout, parce que c'est des gens qui sont intelligents. Ils se sont dit, ok. Bon, eux, ils continuent, c'est ok, le problème, il est pas là. Mais bon, c'est pour dire qu'on change quand on en a assez. Et qu'on a fait une prise de conscience qui est suivie d'un acte. Pas autrement. Avez-vous des questions? Oui. L'enfant à 3 ans, c'est pas vraiment une prise de conscience comme nous, on pourrait imaginer. Nous, on imagine un travail. Vous avez raison. Vous avez raison. Mais ça passe par qui? Ça passe par le parent référent. Là, c'était la grand-mère. C'est passé, c'est elle qui a fait l'acte. La maman aurait pu raconter aussi la même chose. Et je suis sûr que ça aurait marché. La maman n'était pas ouverte, c'est ok, on respecte. Mais l'acte, c'est aussi de dire. Les parenthèses, ne l'oublions pas. C'est aussi de dire. Oui? De quelle conscience vous parlez? J'ai pas compris. De quelle conscience vous parlez? Ouh. De quelle conscience je parle? De cette conscience qui nous habite biologiquement parlant, qui fait que je peux réagir ou je peux pas réagir. C'est que biologique, d'après vous? Absolument. Vous voulez faire un petit test avec moi? Ah non. Moi, je vous demande si vous voulez faire un petit test avec moi. Vous me répondez, allez-y. Moi, je suis prêt. Est-ce que vous êtes prête? Ah, ok. Donc, je respecte. Je respecte. Je vous aurais fait sentir votre conscience biologique. Existe-t-il une autre conscience? Peut-être. Je ferme pas la porte. Je suis contre rien. Mais moi, je suis très biologique. Moi, je vais vous raconter cette histoire. J'ai un petit chalet en dehors de mon grand chalet chez moi. C'est au fond du jardin, et mon fils a fait de la permaculture, donc il y a des buts de permaculture, il y en a partout. Et je reçois un assureur. Un jour, un assureur m'appelle, je voulais revoir mes contrats d'assurance, mais je dis alors venez un jour à 14h, et puis on va discuter ensemble. J'ouvre ma porte de mon petit chalet, je consulte, et je vois ce monsieur en train d'uriner sur mes buts de permaculture.
Oh, pauvre ami. Alors là, j'ai vu rouge. Hein. Ah oui, parce que je suis entouré de champs. Je suis entouré de champs, de bois. Je suis vraiment à la campagne. Et là, il voit que je le vois. Et là, je suis un peu abasourdi dans un premier temps. Mais j'étais en train d'uriner là sur mes buts de permaculture. Et il me dit, oh, excusez-moi, monsieur, mais j'arrive. Ah, j'ai dit, c'est même pas la peine. J'ai dit, vous remontez dans votre voiture et vous rentrez chez vous. Non, mais excusez-moi, je fais attention là. Non, je dis, mais il y a des champs partout à côté. Vous pouvez pas aller uriner là-bas. C'est une prise de conscience biologique. Vous savez que la gazelle, quand elle est attaquée par le lion, c'est une prise de conscience biologique si elle peut s'échapper et surtout rester en vie. Et le lion, c'est une prise de conscience biologique qu'il faut absolument qu'il attrape la gazelle. Parce que sinon, sa vie est en danger, ces petits lionceaux sont en danger. Moi, ma vie, je la régis comme ça aujourd'hui. Alors, existe-t-il un autre niveau de conscience? Certainement. Et je suis tout à fait ouvert à en discuter. Mais d'abord, tu viens uriner sur mes plates-bandes, écoutez, tu vas savoir comment je m'appelle, non? Et souvent, je pose ces questions, je le vois bien dans les séminaires, je pose ces questions aux mamans ou aux papas qui sont là et qui ne peuvent pas réagir pour eux. Alors, vous savez ce que je fais? Je leur dis, t'as des enfants? Ok, alors on va choisir ton enfant et on va l'attaquer. Et là, je vois des panthères, je vois des lionnes, je vois des guépards. Et je dis, pourquoi tu le fais pas pour toi? Est-ce que ça, c'est pas l'amour qu'on a pour soi? Je pose simplement une question. La petite Chloé, elle a 10 ans et elle reste pas à table. Depuis 10 ans, ses parents se fâchent parce qu'elle ne reste pas à table. Elle se lève tout le temps. Elle mange une cuillère et puis, pouf, elle s'en va. Et les parents sont excédés, hein. Parce que quand c'est à manifester, naturellement, et quand tu vois ça, je vais chercher. Dans la deuxième moitié de la grossesse, les parents construisent leur maison. Le père est un très bon bricoleur, et après son travail, il se dépêche de rentrer chez lui, il mange, comme on dit, sur le pouce, et il va vite sur le chantier de sa maison. Il n'avait même plus le temps de s'asseoir et de parler avec sa femme qui était enceinte. Vous avez compris? C'est un truc tout bête, hein? On va dire que c'est tout bête, mais pas du tout, ça pourrit la vie à tout le monde. Et d'abord à la petite Chloé. Donc, Chloé récupère le stress psychologique de sa maman, enfin, de son père via sa maman, et elle ne finit pas du tout son assiette. Dès qu'elle a mangé une bouchée ou deux, elle s'en va dans tous les sens. Et oui, pour quelle raison? Parce que les parents étaient en location et qu'il fallait se dépêcher pour finir la maison afin de ne pas trop payer de loyer. Vous voyez, ce que je vous raconte, c'est des histoires humaines. C'est des histoires au ras des pâquerettes, comme je dis, c'est pas du tout péjoratif dans ma bouche. Mais c'est vraiment important de voir cette progression que l'on peut faire à nos enfants et aussi à nous-mêmes. Et là, je vais vous raconter des histoires après plus transgénérationnelles. Mais ça, j'en vois tous les jours. Les histoires de petits manifestés d'enfants qui, ont récupéré de papa et de maman, sans le faire exprès et sans que les parents non plus ne l'aient fait exprès, mais qui ont récupéré des choses qui leur bouffent la vie. Et qui bouffent la vie de tout le monde. Et après, vous savez, on va les juger. Et on les met dans des cases. Oh, il est HPI, il est haut potentiel intellectuel. Ah, c'est un enfant téflon. Ah, c'est un enfant. Il est que dalle de tout ça. Et arrêtons de mettre les gens
dans des cases et de les définir. Mais c'est détestable au possible. C'est détestable au possible. Simplement qu'ils ont la problématique psychologique d'un ou des deux parents qui n'est pas résolue et ils vont le manifester biologiquement parlant. Ben, si déjà on peut résoudre à ce niveau-là, moi je le vois bien, hein. J'ai 70 ans, comme disent les Suisses. Je ne pourrais pas continuer longtemps à travailler comme je travaille. C'est quasiment 365 sur 365. Flo, qui est là, ma compagne, elle me dit, c'est quand que tu lèves le pied? Bon, je le lève, hein, et je tiens debout. Hein. Bon, j'aime ce que je fais, c'est évident, et je vois bien les améliorations qu'il y a autour de moi, et ça me nourrit. C'est énorme. Oh, une autre petite histoire, Grégory et les soustractions. Vous allez dire, mais qu'est-ce que ça vient faire? Grégory, petit garçon, quand il commence les soustractions à l'école, il est paralysé, il est tétanisé. Eh bien, il sait pas faire. Alors la maîtresse réexplique, la maman le soir réexplique, la grand-mère s'y met, on va essayer de lui donner des cours, rien n'y fait. Il est bloqué. En qui n'est pas vos enfants, s'il bloque sur une matière, si on avait le temps, je vous dirais les matières scolaires, à quoi ça correspond dans la généalogie. C'est du Mozart, ça aussi, hein. C'est vraiment du Mozart. Ce petit garçon, eh bien, quand sa maman est enceinte de lui, elle s'appelle comment? Marie. Et lui, il s'appelle Serge. Eh bien, quand sa maman est enceinte de lui, Serge lui dit, écoute ma chérie, je t'aime bien, mais j'ai rencontré quelqu'un d'autre et je m'en vais. C'est ce qu'on appelle des hommes de boule, ça, vous voyez. Michel, calme-toi. Mais qui répondent forcément aussi à une injonction inconsciente d'un programme qu'ils ont reçu. Bon, on n'est pas obligé non plus de mettre ça sur la faute des autres, hein. C'est pas ça que je veux dire, hein. En tout cas, la maman, qui a des revenus modestes, en comparaison de son mari, qui lui a un bon standing professionnel, très bonne famille, gagne très bien sa vie. Donc il rencontre une autre femme, ben, ça peut arriver, c'est bien évident. Et il va tout faire, il va prendre un très très bon avocat, pour récupérer l'enfant qui va naître, le petit Grégory. Et elle a peur de ça. Elle a une peur phénoménale que, eh ben, il ait la garde de l'enfant. Parce qu'il a pris un super avocat, il a les moyens de payer. Elle prendra un avocat, une avocate, et le juge lui donnera raison à elle. Elle souffre, elle est contente. Elle a eu, cette dame, un stress de 0 à 100. De 0 à 100, elle a eu un stress psychologique à 100. Pendant que elle porte son petit. Tout, hop, égal. Le stress psychologique est récupéré par bébé, qui lui, quand il va arriver au monde, va venir montrer à sa maman que « Maman, je résous ta problématique ». Il la résout en ne voulant pas faire les soustractions. Il ne peut rien, le pauvre garçon, hein. Les divisions, les multiplications, les additions, il sait faire. Il a compris. Mais la soustraction, c'est là-haut, il y a un fusible qui a pété. Vous avez compris pourquoi? Naturellement. La maman, si on tire sa boîte noire comme dans les Airbus, qui, on va dire que c'est l'inconscient, qu'est-ce qu'il y a de marqué? Je ne veux pas qu'on m'enlève mon enfant. Et on va le traduire, nous, en comment ça s'appelle, en mots d'école. Je ne veux pas soustraire mon enfant. Je vous jure. J'explique ça à cet enfant. Il fait ses soustractions comme si il avait toujours fait ses soustractions. On vient nettoyer là une cicatrice
je ne devrais même pas dire une cicatrice, parce que c'est pas une cicatrice, mais une plaie béante. C'est une plaie béante. C'est-à-dire que si on lui enlève quelque chose, et la maman me dit, mais je comprends pourquoi. Quand, alors, parce qu'elle s'est remariée, elle a eu un autre enfant, et c'est une guerre entre enfants, ou même à l'école, si on lui prend quelque chose, mais il pète un câble. Je me fais comprendre. Et c'est ça, si vous voulez, ce travail que nous avons à faire avec nos enfants. Parce que, aujourd'hui, on met la charrue devant les bœufs. Qu'est-ce qu'on veut changer? On veut changer la société. Microcosme familial égale macrocosme social. C'est pas la société qu'il faut changer. Il faut d'abord aller changer ce qu'il y a à changer dans nos familles. Voilà. Mais pour cela, il faut être averti, il faut voir ça d'un autre regard, d'un autre œil. Mais retenez, microcosme familial égale macrocosme social. Mais non, changeons pas la société. Vous croyez que la société va changer? Ah, d'accord. Ben c'est pas pour aujourd'hui, hein. Je n'y crois pas du tout. Alors je sais pas que je suis pessimiste, mais je suis pas optimiste à court terme et encore moins à moyen terme. Je pense qu'à long terme, ces petites têtes blondes et brunes qui arrivent au monde maintenant, j'ai plusieurs petits-enfants, et j'ai 2 dernières choupinettes là, qui ont 3 ans, eh bien, oui, c'est peut-être elles qui vont changer parce que les parents ont déjà un autre regard, une autre option en tout cas de vie, et ce sont ces enfants qui vont changer. Nous, on verra pas le changement, hein. Bon, là, c'est pas le sujet, Michel, et c'est bon, mais je crois pas du tout. Oui, monsieur. Je voulais savoir quels peuvent être les séries lorsque la mère qui est enceinte connaît un deuil dans ses entourages proches. Je répète pour que tout le monde vous entende. Quand une mère connaît un deuil au cours de la grossesse, oui. je voulais savoir quelles pouvaient être les séries pour Excellente question. Ça va donner les spasmes du sanglot de l'enfant, de bébé. Je vais répéter. Puisque c'est une histoire que j'ai là aussi. Je vois cette maman, et je réponds à votre question par une histoire, hein, mais je réponds. Je vois cette maman qui m'est adressée par un médecin homéopathe d'Annecy. L'enfant, vous savez, les spasmes du sanglot. C'est-à-dire que cet enfant, quand il est épuisé d'avoir pleuré, il s'endort. Il se réveille et recommence les spasmes du sanglot. C'est terrible. Alors il a été amélioré quand même un peu, mais c'est toujours là. Et en effet, pour reprendre votre question, c'est une dame qui va connaître quelque chose de terrible. Elle est mariée, ça c'est le sigle marié, avec monsieur. Et monsieur va faire une chute de 10 mètres à son travail. Il travaille sur des cuves d'inox, je sais pas quoi. Il fait une chute de 10 mètres et il meurt, bien sûr. Elle est enceinte. Elle est enceinte, et tout ce qu'elle va ressentir, vous le savez maintenant, bébé va le ressentir. Elle, dans son expression à la fois corporelle et psychique, elle ne va pas pleurer. Elle ne pleure pas. Elle est triste, naturellement. Ça engendre une tristesse phénoménale. C'est des jeunes mariés, un jeune couple. C'est le premier enfant. Elle ne pleure pas. Et elle est félicitée par toute la famille. T'es forte, t'es courageuse. Tu mets ton poing dans la poche. C'est les vieilles formules, ça, hein. On les a entendues, hein. Et bébé arrive au monde. C'est lui qui récupère la SEI de sa maman sous forme de CEI. Et là, ça fait ce qu'on appelle les spasmes du sanglot. C'est ce qu'on appelle aussi une explication possible, parce que c'est vraiment pas la seule, des MSN.
des morts subites du nourrisson. J'en ai eu à traiter, enfin bon, naturellement, pas les nourrissons, mais les mamans. Mais je vais toujours rechercher, en effet, un deuil qui n'a pas été fait de maman ou de papa, enfin quelque chose, bon, il faut que ça soit quelque chose de très très fort. Est-ce que je réponds à votre question? Est-ce qu'il y a un enfant qui a fait un spasme du sanglot? Spasme du sanglot, c'est-à-dire un enfant qui n'arrête pas de pleurer, qui pleure tout le temps. Qui pleure tout le temps. Par spasme, c'est-à-dire par vague, si vous voulez, mais quelque chose de déchirant, quoi. Vous savez ce qu'on faisait avant? Je suis pas sûr que ça se fasse pas encore, hein. Moi, j'ai eu ma petite, c'est ma cousine. Ma cousine, on a 17 ans d'écart, et quand elle est arrivée au monde, fille unique, elle pleurait, comme tous les enfants, certainement, hein. Et je me souviens que son grand-père, c'est-à-dire le père de ma tante, disait, tu la mets 3 jours au fond de l'appartement, dans une pièce, tu la laisses pleurer, et tu verras qu'elle ne pleure plus au bout de 3 jours. Adjudant-chef à l'armée, bon, j'ai rien contre les adjudants, mais enfin, et elle l'a fait. Elle l'a fait. Ah, au bout de 3 jours, elle a pu pleurer, hein. Terminé. Et à 17 ans, elle a fait une anorexie gravissime. C'est moi qui l'ai récupérée. Moi qui l'ai récupérée. Elle est venue à la maison et on l'a tirée. On l'a relevée. Bah oui. Donc ça peut donner des choses comme celle-ci, mais ça peut donner beaucoup de choses. Parce que ce qui compte, si vous voulez, c'est le ressenti. Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est le ressenti. Quand vous avez une personne qui a été, je vais reprendre le deuil parce que je trouve cette chose-là. Moi, ma mère, ben, je vais prendre ma mère, mais peu importe. Hein. Sa mère, je sais pas, elle s'appelle Angélique, hein. Et ici la mère. Et puis là, c'est la fratrie pour nous. Cette dame, elle va perdre sa maman. Elle a 4 ans. Elle a 4 ans. Qu'est-ce qui se passe pour elle? Elle a un frère avant, un frère après. Son père va se remarier, donc lui s'appelle Marcel. Marcel va se remarier avec une dame, bien sûr, et ils vont avoir 11 enfants. Comme cette petite fille, elle se remarie quand elle a 8 ans. Il se remarie quand il a 8 ans, et elle devient, qu'est-ce qu'elle devient? La grande. Il faut qu'elle s'occupe de tous les enfants. Elle en avait ras-le-bol de chez ras-le-bol, hein. Mais alors ras-le-bol de chez ras-le-bol. En plus, ce monsieur, il tenait une auberge-restaurant. Il y avait beaucoup d'hommes qui venaient manger à midi et qui passaient la main aux fesses à cette jeune adolescente qui est allée se plaindre à son père pour lui dire « Papa, il y a un tel, il m'a mis la main aux fesses. Sois gentil avec les clients. » Réponse du père. Quel est le ressenti de cette dame? Vous voulez me dire quel est le ressenti? C'est ça, ce sont ces ressentis-là qui vont faire le lit du diable, entre guillemets. Et oui, parce que j'entends, oui, ma femme est possédée. Mais non, elle n'est pas possédée. Qu'est-ce qu'elle a vécu au-dessus? Eh ben, qu'est-ce que vous croyez que cette dame-là, elle a engendré? La haine de l'homme. Haine de l'homme. Elle ne le fait pas exprès. Parce qu'en plus, c'est que sa mère, elle est morte à cause d'une erreur médicale. C'est-à-dire que le médecin s'est trompé. Ni bien ni mal. Pas de jugement. Enfin, quand ça arrive dans la famille, il faut quand même se retrousser les manches. Et elle est morte le 20 août. Elle est morte un 20 août. Quand ma mère, en 1934, quand ma mère avait 4 ans. Eh bien, je sais plus combien de temps après, c'était en 2003. Le 20 août, j'ai un accident gravissime. Pas en moto, en scooter. Gravissime. J'aurais pu y rester.
paralyser ou mourir. Et si j'avais pas fait le travail avant, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui. J'en suis persuadé et j'en suis sûr de chez sûr. Mais la haine de l'homme, vous savez ce que ça donne, la haine de l'homme? Bah, vous, mesdames, vous pouvez le porter suivant ce qui s'est passé au-dessus, bien sûr. S'il y a un homme dans votre histoire familiale qui s'est mal comporté avec sa femme, s'il était alcoolique, s'il était maltraitant, s'il était violent physiquement ou dégradant psychologiquement par la parole, eh ben ça va engendrer la haine de l'homme. Et la haine de l'homme, dans un premier temps, biologiquement parlant, je ne parle pas des comportements ou des attitudes, ça donne des hernies inguinales. Je suis né avec 2 hernies inguinales. Bon, j'ai eu la totale, moi. Eh ouais. Et c'est pas avec ça qu'on va faire une vie de couple. Ça va être difficile.